Bienvenue à tous au webinaire NutriPack. Donc vous êtes nombreux à vous être inscrits aujourd'hui. NutriPack, c'est un projet qui est régional sur la région des Pays de la Loire, multipartenarial, donc financé par la région Pays de la Loire et puis labellisé RMT Bouclage. Il s'est terminé en 2024. C'est pour ça que donc on vous a proposé ce webinaire final du projet pour vous expliquer, vous montrer les résultats de ce projet-là. Je vous fais un petit point sur le déroulé du projet. Alors, si j'arrive, voilà. On va démarrer le webinaire par une présentation de Frédéric Thomas qui va nous remettre un peu dans le contexte ACS et pourquoi finalement dans ce contexte-là, la nutrition des plantes est une question. Ensuite, moi, je vous présenterai finalement le contexte des Pays de la Loire, le contexte dans lequel le projet s'inscrit, les objectifs et puis les différentes actions qu'on a menées au sein de ce projet-là pendant les 3 années. Ensuite, Agathe Lemoine prendra le relais plutôt sur la partie observatoire et résultats de l'observatoire, au niveau du projet. Et puis ensuite, on vous propose de vous présenter les résultats des 2 plateformes expérimentales. Donc, le premier en système ACS céréalier par Mathieu Laurin et puis le deuxième en système ACS polyculture élevage par Alexandre Atté. Donc on va essayer de tenir notre timing en laissant aussi la place aux questions. Donc vous avez Aline, ma collègue Aline Vandeval qui va gérer aussi les questions et qui sont donc à poser sur le chat questions-réponses qui est ouvert. Puisque là, vous avez tous vos micros fermés. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a prévu une séance questions à la fin pour que vous puissiez poser vos questions, mais aussi des petites questions, des petites séances questions au fur et à mesure des interventions pour qu'on puisse répondre et que ça soit aussi peut-être un petit peu plus vivant à la suite de chaque intervention. Eh bien, on va démarrer. Du coup, Frédéric, je te propose de démarrer ton intervention. Effectivement, la question, c'était un peu de se demander si, en quoi, effectivement, la nutrition des plantes, c'était une question en système ACS ou pas. Voilà, eh bien, du coup, je te laisse démarrer ton intervention. Je te passe la parole. Ok, bonjour à tous. Merci de m'avoir intégré dans NutriPack. Bon, ça fait de longues années qu'on travaille avec la Chambre d'agriculture. On a fait quand même pas mal de travail auprès des agriculteurs. Ça faisait sens. Alors, ma présentation va être en 3 points. Tout ce qui sera jaune en titre, c'est un petit peu les constats que l'on fait. Tout ce qui sera vert, c'est comment on adapte, nous, les pratiques dans les réseaux ACS par rapport à ces constats. Et tout ce qui sera bleu en conclusion, c'est un petit peu les questions, les attentes que l'on peut avoir. Donc, on va avoir une petite difficulté, c'est Virginie qui passe mes diapositives. Donc, vas-y, Virginie. Hein, on va rentrer dans le sujet. Et donc, j'aime bien attaquer avec ce container et il y a 3 animations qui viennent avec cette diapo. Et donc, en fait, j'ai pris cette photo-là au Leva d'Angers, dans le laboratoire, et le container de droite a été stérilisé thermiquement. Vas-y, passe les animations, Virginie. Voilà. Et donc, en fait, le traitement thermique déclenche une forte minéralisation comme le fait le travail du sol ou comme peut le faire le feu. Et en fait, c'est un peu le paradoxe de l'agriculture, hein. Le travail du sol va influencer le cycle du carbone, le cycle de l'eau pour doper la minéralisation. Ça pousse mieux, mais ça poussera moins longtemps. Diapo suivante.
Et en fait, on le constate dans les champs, hein. Non, tu as été trop vite dans les champs. Et Don, vas-y, avec l'animation, la première, allez, on a une petite. Voilà. Don Rekowski nous montrait déjà que dès qu'on travaillait le sol, 5 heures ou 24 heures après le travail, on avait des émissions de CO2 qui étaient importantes. Et en fait, si on a du CO2 qui se dégage du sol, on va avoir de la libération d'azote, de phosphore. Animation suivante. Et en fait, ça, c'est un petit peu une autre présentation. C'est comme si on avait un flush avec le travail du sol, sachant que lorsqu'on va être en travail simplifié, la minéralisation va être plus diffuse. C'est pas pour ça qu'on aura peut-être moins de minéralisation dans le temps. Diapo suivante. C'est ce qu'on voit un petit peu partout dans les parcelles en ACS, hein. On a souvent un peu de déboire, de pénalité au démarrage. Diapo suivante. Hein. Voilà. Et en fait, un autre collègue chercheur de l'université de Zeebrugge en Allemagne, de Gießen en Allemagne, Friedrich Zeebrugge, avait montré qu'il y avait une minéralisation qui était très différente entre le labour et le semi-direct. Par contre, le lessivage de l'azote ou la descente de l'azote dans le profil est ralenti à partir du moment que l'on est en semi-direct. Suivant. On a aussi un mulch en surface qui est très, très carboné et qui va capter de l'azote. On voit l'impact de la gestion des pailles sur le développement des couverts, par exemple. Animation suivante. Ça, c'était fauché haut et fauché court et broyé. Et dès qu'on broie, eh bien, on va déclencher une minéralisation et une décomposition qui va consommer, enfin, l'activité biologique qui va attaquer les résidus va consommer de l'azote. Diapo suivante. Et en fait, ça a été montré à plusieurs reprises. Là, on est chez un maraîcher qui a fait l'expérience de simplement déposer la paille à la surface du sol. Et on voit l'impact du C sur N des résidus à la surface du sol sur le développement du chou rouge. Diapo suivante. On a aussi de grosses questions par rapport à la maîtrise des retours organiques, hein. Ça, c'est les résultats de Thierry Morvan, de l'INRA de Quimper. Ben, on voit bien qu'il y a des résidus organiques enfin des produits organiques qui ont des retours azote négatifs la première année. Et c'est tout dépendant du C sur N, encore une fois, des résidus qu'on va mettre au sol. Diapo suivante. Quand on regarde les couverts végétaux comme celui-ci, on peut avoir beaucoup d'azote. Dans le couvert, c'est un couvert qui date de 2005. Animation suivante, il y a pas mal d'animations, hein, tu vas pouvoir suivre assez rapidement. On a pas mal d'éléments minéraux dans le couvert. Par contre, on a 38 unités d'azote dans le sol en résiduel et simplement 26 à la surface. Ça a été pris au début décembre. Diapo suivant, enfin, animation suivante. Ça, c'est un essai assez ancien qui a été fait à la Chambre 53 où les couverts avaient été fertilisés avec différentes doses. Et en fait, animation suivante, on se retrouve avec simplement 20-23 unités d'azote dans le sol à l'automne. Diapo suivante. La même chose en Belgique, hein, et avec un simple couvert de moutarde semé après le 26-8, on se retrouve avec l'animation suivante, simplement 24 unités d'azote à l'automne, alors que le sol sans couvert est quasiment à 180. Diapo suivante. Là, on arrive sur un maïs avec un couvert de trèfle et ce qu'on appelle un living mush en anglais. Et quand à l'automne, le trèfle repart avec l'humidité, le niveau d'azote diminue complètement. Alors, on a beau être avec des légumineuses, mais des légumineuses qui poussent, voire encore plus des légumineuses pérennes, vont également capter beaucoup d'azote à l'automne. Diapo suivante. J'ai bien apprécié le travail qui a été fait sur le reliquat sur le bassin de Loudon, qui a bien montré qu'en fait, à l'entrée de l'automne, on pouvait se retrouver avec énormément d'azote sur les sorties maïs ou les sorties céréales quand il n'y avait pas de couvert, et avec très peu d'azote disponible, ce qui a influencé les pertes en azote. Diapo suivante. Il faut aussi que l'on intègre que la régénération des sols va passer par une croissance organique. C'est beaucoup de carbone, mais associé à l'azote, associé au carbone, c'est aussi beaucoup d'azote, hein. Un point d'azote dans les sols que l'on a dans notre secteur, c'est entre 2000 et 2500 kilos d'azote par point de matière organique. Donc, c'est des quantités conséquentes. Point suivant.
J'ai publié dans un TCS récent un travail qui a été fait par des chercheurs australiens sur la fertilisation de l'activité biologique pour mieux décomposer les pailles en surface. Et ils arrivent à des conclusions assez intéressantes en matière de séquestration du carbone où les pailles ont été en fait fertilisées, on a gagné 5 tonnes, un peu plus de carbone en 5 ans. C'était fait dans des parcelles, alors que où les pailles n'ont pas été fertilisées, en fait, le taux de matière organique a chuté, enfin la quantité de carbone a chuté de 3 tonnes, parce qu'on estime qu'une partie de l'activité biologique pour décomposer les pailles va utiliser l'azote qui est déjà stocké dans la matière organique et en déstockant et d'une certaine manière déstocker du carbone pour aller chercher de l'azote. Diapo suivante. On sait aussi, on a assez de mesures là-dessus, qu'on a un décalage dans la fourniture du sol, qu'on utilise assez bien pour les cultures de printemps et d'été, qu'on a un peu plus de mal à utiliser pour les céréales d'automne comme le blé sur lesquelles on a travaillé ensemble. Diapo suivante. Il y a aussi le cycle ou les cycles du carbone. Les plantes sont constituées quand même à 45% de carbone. C'est le principal constituant. Animation suivante. Et donc, quand on a des sols vivants, eh bien, ma foi, et le sol va rejeter des quantités de CO2 importantes qui peuvent être repris par la photosynthèse. Donc, on a, et c'est étudié par l'INRA de Clermont-Ferrand, une certaine synchronisation des cycles de l'azote et du carbone. Diapo suivante. En fait, quand on regarde la majorité des parcelles, hein, là c'était simplement un pissa de chevreuil au milieu d'une parcelle de colza, on voit tout de suite que ça pousse mieux, c'est même une parcelle qui était carencée en azote. Donc, disons que on a plein d'éléments qui nous tirent dans ce sens-là, dans notre réflexion. Et ça, c'est la conclusion que je fais, l'animation. Merci. Et c'est qu'en fait, l'agriculture conventionnelle est plutôt orientée minéralisation, avec des risques de fuite, et l'agriculture, entre guillemets, de conservation régénérative, est plutôt non ou peu minéralisante, et souvent avec un manque de disponibilité. Diapo suivante. On va passer dans comment on joue par rapport à ça. Donc, on a essayé d'adapter les itinéraires culturaux. Comme ici, un colza, tu envoies les animations qui est après Févrole, à côté d'un colza qui est après Paille. Hein, tu été un petit peu trop vite. Hein. Donc, ça, on voit très vite les différences. Diapo suivante. On fauche ou on conseille de faucher le plus haut possible lorsque les pailles ne sont pas prélevées, ce qui amène certains asséistes à passer à du stripper pour éviter cette préhension de la paille. Diapo suivante. La localisation de la fertilisation, on a vu que dans ce que les agriculteurs faisaient, c'était un point important et c'est quelque chose que je préconise. Diapo suivante, quelle que soit la culture d'ailleurs. Hein, on l'a sur la partie céréales. Là, on est sur des colzas. Alors, c'est pas que l'azote. Hein. On a tendance à être sur des engrais un peu plus complets. On le voyait sur la parcelle dans le 72. L'agriculteur, il était sur du NPK-S. Hein. Là, on est sur des colzas. On voit aussi les différences. Diapo suivante. Certains agriculteurs travaillent sur les enrobages et les activateurs, donc avec tout un flou, parce qu'on l'a bien vu aussi dans ce qui a été présenté, on a un tas de produits et de recettes à disposition allant jusqu'au coca. Diapo suivante. Les semis de couverts plus profonds. Ça nous permet d'aller chercher la fraîcheur, mais d'aller un peu plus loin que la préhension que l'on peut avoir par les pailles en surface. Diapo suivante. D'utiliser des graines un peu plus grosses ou des grosses graines. Alors, c'est le cas du premium en maïs. Hein. En fait, c'est la première réserve de la graine. Alors, ça marche sur le maïs, ça marche sur le blé, ça marche sur le colza, de travailler des gros PMG. On l'a testé à Lautrec avec de l'ail. Ça marche aussi. Diapo suivante.
animation suivante. Alors, anticiper, densifier les apports. Là, il faudra qu'on reparle avec Mathieu. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez courant dans les approches ACS. Alors là, c'est les résultats, voici avec les animations, les résultats de SC2 Benoît Bon, qui est plutôt sur le sud des Pays de la Loire et la Touraine, avec des rendements sur 20 ans qui sont assez proches et des taux de protéines qui sont assez proches sur 20 ans. Je préconise aussi de mettre en place des témoins zéro azote pour évaluer, entre guillemets, l'auto-fertilité et des témoins surazotés à côté pour voir si on ne peut pas déplafonner la productivité. Diapo suivante. Et souvent, on est confronté à des problématiques d'alimentation azotée, mais pas que l'azote, hein. Diapo suivante. Maintenant, ce que l'on voit et ce que l'on recherche, c'est de stimuler le départ des plantes, l'installation. Alors, on voit bien, lorsqu'on a un paquet de plantes, on a une forme de priming effect, donc une super minéralisation éventuellement due aux exudats racinaires. Et en fait, si on pouvait imiter ça, avoir un excellent départ, on aurait des gains certainement significatifs pour le semi-direct. Diapo suivante. Avec les deux animations, on peut commencer à mesurer maintenant la minéralité qu'il y a dans l'activité biologique, hein, et mesurer aussi, et ce qui nous intéresse, la potentiel des sols à minéraliser, hein. Et donc, ça, c'est des éléments qui arrivent et qui vont certainement nous apporter beaucoup plus de précision pour peut-être plus caler les quantités qu'il faut apporter que caler les moments où on l'apporte. Diapo suivante. On constate aussi, et ça c'est l'évolution des reliquats, donc au mois de février et les reliquats au mois d'avril, avant maïs, qu'on a une diminution de la quantité d'azote dans les sols. Ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Et en fait, on commence à attribuer ça au regonflement de l'activité biologique au printemps. On constate un peu la même chose à l'automne. Un regonflement d'activité biologique va être mobilisateur de fertilité. Donc, comment on joue avec ça lorsqu'on a des cultures qui ont des besoins, et entre autres les céréales. Et là, c'est assez surprenant, c'est avant maïs. Diapo suivante. Il va y avoir plusieurs animations normalement, voilà. Et en fait, c'est un travail qui a été fait par Alliance et Vincent Vaccari. Ça vient de Bourgogne, où il a, sur les dernières années, dans des plateformes de comparaison bien menées avec ce groupe de 3 coopératives, hein, c'est leur centre d'expérimentation, ils ont été jusqu'à apporter une surfertilisation azotée d'environ 30 unités. Et en fait, on a un différentiel de rendement qui est pratiquement 1 tonne sur les blés. On est en situation très céréalière, hein, sur des argilo-calcaires. On a même un différentiel de protéines. Je me suis amusé à calculer la différence d'azote. En fait, l'azote apporté, on la retrouve dans le rendement et les protéines. Et puis, quand on regarde le différentiel économique, au bout, on a quasiment, depuis 2018, 120 euros de plus par hectare et par an, malgré les coûts azote que l'on avait en 2022-2023. Donc, ça apporte la question comment on peut accompagner un potentiel de rendement qui, par une meilleure gestion de l'eau, un meilleur enracinement, peut être plus performant. Diapo suivante. Comment intégrer la séquestration du carbone? C'est un autre point, c'est des dossiers qui arrivent parce qu'on sait que du carbone qui reste dans le sol, c'est de l'azote qui va être immobilisé momentanément. Voici pour la diapo suivante. Et c'était un petit peu ma conclusion de l'introduction. Pour toutes ces raisons, essayer d'y voir plus clair, que on était content et j'étais intéressé de participer à NutriPack. Donc le projet NutriPack, il a démarré en 2021. Donc nous, dans le contexte Pays de la Loire, on a de plus en plus d'agriculteurs qui vont vers l'agriculture de conservation ou qui mettent en œuvre l'agriculture de conservation. Au niveau de la chambre d'agriculture, aujourd'hui, c'est 27 groupes qu'on accompagne sur cette thématique sur l'ensemble du territoire.
Donc on a vraiment un développement de ces pratiques et de plus en plus de remontées terrain avec des questionnements autour de cette question de nutrition des plantes. On voit se développer des agriculteurs qui testent des pratiques. On voit se développer des outils de pilotage plus ou moins aussi référencés qui sont expérimentés par les agriculteurs. Et au final, c'était un petit peu ce que devait nous apporter l'intervention de Frédéric Thomas. Effectivement, peu de références, en tout cas nationales ou régionales. Et donc, nos agriculteurs, qu'est-ce qu'ils nous remontent? Bah, ils nous remontent des questionnements autour du fait qu'on a en ACS et donc en l'absence de travail du sol, un démarrage plus lent des cultures d'hiver. Euh, des questionnements autour de savoir si est-ce qu'on a des dynamiques de minéralisation qui seraient différentes par rapport au travail du sol. Est-ce que est-ce que ça traduit ou pas des difficultés de la culture à s'alimenter, un état de santé de la plante différent? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et on voit se développer des nouvelles pratiques de fertilisation dans les réseaux ACS, là, ce qu'aurait pu aussi nous montrer Frédéric. Et donc, nous, globalement, ce qu'on ressent en tant qu'accompagnateur des agriculteurs, bah, c'est un besoin d'objectiver ces pratiques, d'objectiver les ressentis des agriculteurs ou les observations. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté ce projet-là. Donc, bien sûr, les questions, quand on a démarré ce projet, ont paru assez vastes, hein. Donc, nous, on a eu l'ambition de ce projet sur 3 ans à l'échelle de la région. Et donc, on a identifié plusieurs objectifs à ce projet. Déjà, on a positionné ce projet uniquement sur la culture de blé tendre d'hiver. Donc, il y aurait aussi d'autres questions hein, sur les cultures de printemps notamment. Mais nous, on a restreint à la culture de blé tendre d'hiver. Ce qu'on a cerné comme objectif, c'était d'essayer d'identifier les conditions de milieu spécifiques à l'ACS. Est-ce qu'il y avait des conditions de milieu spécifiques qui traduisaient des fonctionnements du sol un petit peu différents? Essayer d'évaluer ou en tout cas d'objectiver voilà, des pratiques spécifiques qui étaient mises en œuvre par les agriculteurs sur la région. Et derrière, notre objectif principal, bien sûr, nous, c'est d'accompagner ou de mieux accompagner les agriculteurs dans leurs règles de décision en ACS hein, pour réussir finalement leur culture dans ces conditions. Donc, ce projet, c'est un projet qui est multipartenarial, donc en partenariat avec l'ESA notamment qui a suivi en particulier une plateforme, les établissements POU et puis l'ISTOM. Et c'est un projet qui est financé par la région Pays de la Loire. Et donc, on a bénéficié de la labellisation RMT Bouclage pour ce projet-là. Sur ce projet, on a découpé en plusieurs actions. Une première action où on s'est un petit peu penché sur quelles étaient finalement les questions, quelles étaient les hypothèses sur cette thématique-là, et notamment au travers du suivi d'un observatoire de pratique en Pays de la Loire. C'est-à-dire qu'on avait des agriculteurs qui expérimentaient ou qui mettaient en œuvre un certain nombre de pratiques, on va dire innovantes, on va les appeler innovantes sur la fertilisation ou sur la nutrition des plantes de manière générale en agriculture de conservation. Donc l'idée, ça a été de leur dire, bah, est-ce qu'on peut mettre un témoin à côté et faire un certain nombre de suivis assez allégés, dont vous parlera Agathe tout à l'heure, pour essayer bah, de recenser un certain nombre déjà de données. Mais c'était aussi l'idée de venir questionner l'agriculteur, pourquoi est-ce qu'il avait une pratique différente par rapport à un travail du sol. Quel objectif et quel objectif recherché. Et puis ensuite, sur cette partie-là, on s'est aussi posé les questions de définir des hypothèses, un cadre expérimental pour le suivi des plateformes. On a voulu mettre en place aussi plusieurs dispositifs expérimentaux ou plateformes expérimentales avec trois systèmes qui représentent les systèmes qu'on peut retrouver en conditions Pays de la Loire.
Donc un système ACS en polyculture élevage, donc en conventionnel qui vous sera présenté. Un système où on a plutôt en semi-direct aussi dans un couvert vivant de légumineuses, donc là qu'on va vous présenter également. Et on avait un troisième dispositif expérimental, plutôt en agriculture biologique qu'on va retrouver aussi en Pays de la Loire, où là on s'autorisait à faire un travail, assez superficiel, donc à maximum, 5 centimètres, notamment pour gérer les adventices et la destruction du couvert. Malheureusement, cette plateforme, on n'a pas pu la maintenir puisque, notamment sur l'hiver, enfin l'automne, je dirais 2023, très pluvieux, voilà, l'agriculteur chez qui on a mis en place cette plateforme, on n'a pas pu réaliser de semis de céréales, donc on n'a pas pu maintenir le suivi de cette plateforme-là. Malgré tout, on a pu réutiliser donc les suivis qu'on avait fait sur la première année et les injecter dans l'observatoire. Sur ces plateformes, ce sont des essais qui ont été suivis sur 2 ans. Donc on a un recul qui est assez court, mais quand même on a quelques enseignements aussi. On est dans des conditions agriculteurs, puisque là, ce qu'on voulait, c'est avoir des parcelles qui ont des sols qui ont un historique en ACS. Donc on voulait se positionner sur des parcelles agriculteurs. La difficulté, c'est que du coup, on est aussi avec du matériel agriculteur, hein, puisqu'on a ACS, et on n'a pas forcément un dispositif avec des répétitions et différents blocs. On est sur des suivis en bande sur lequel on a fait des répétitions de mesures à l'échelle de la bande. Voilà. Donc c'est un petit peu la particularité, mais voilà, c'est aussi les contraintes qu'on avait à ce moment-là. Donc je regardais juste si on avait récupéré Frédéric, mais je crois que non, hein, je crois qu'on l'a perdu. Je sais pas, Aline, si à partir de maintenant, là, on a simplement des questions de compréhension ou autre, ou si on peut passer à la suite. Il n'y a pas de questions ni dans la conversation ni dans le volet questions-réponses, donc n'hésitez pas à les poser par écrit et on les reprendra ultérieurement dans le cours du webinaire. Voilà. Donc je propose maintenant qu'on passe à la présentation d'Agathe Lemoine, hein, qui est notre référente fertilisation, sur la partie observatoire. Et puis, donc, c'est dans le titre, hein, mais du coup, au total, sur l'ensemble du projet, c'est 53 pratiques qui ont été suivies. Donc, je te passe la parole, Agathe. Oui, merci Virginie. Donc, dans le cadre de l'observatoire, on a réalisé donc là cette infographie pour effectivement mettre en avant un petit peu la dimension. Donc, on a travaillé sur 3 campagnes différentes, donc toujours sur blé tendre d'hiver, et avec 16 agriculteurs expérimentateurs, donc qui ont accueilli, on va dire, l'observatoire chez eux. On a donc en tout observé 53 pratiques avec une distinction sur 2 périodes, puisqu'on avait à la fois un protocole donc sur une période de démarrage et des protocoles en végétation. Donc sur la partie démarrage, ça représente donc 37 pratiques avec des stratégies ou des techniques en fait différentes. Donc on a regroupé sous forme de 3 types, donc 12 qui concernaient les enrobages de semences, 21 sur la fertilisation localisée et 4 sur les apports d'oligo-éléments, ferments et soufre. Donc ça, c'est sur la partie démarrage. Et dans la partie végétation, donc là, on avait un petit peu moins, on va dire, de pratiques recensées, mais quand même 16, qu'on a différenciées aussi en fonction de leur stratégie. Donc il y en avait 4 sur le fractionnement de la fertilisation, 3 sur des décalages des apports et 9 sur des apports d'oligo-éléments, du TCO, ferments et soufre. Donc c'est effectivement plutôt un nombre inattendu hein, pour les pratiques testées. Donc on a une grande diversité. Et donc ça, c'est un suivi qui a été permis avec la mobilisation en fait de 15 conseillers de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et aussi la contribution d'un stagiaire en fait par campagne. Donc un petit retour sur les protocoles de suivi du coup sur la partie donc là démarrage.
Donc, on a établi, on va dire, pour la première campagne, un protocole qu'on a ensuite fait évoluer. Donc, c'est ce que vous voyez en vert en fonction de l'année, enfin de la campagne, pour essayer d'avoir un peu plus de mesures ou en tout cas un peu plus de retour d'expérience pour pouvoir après, ensuite, vous verrez, construire en fait des fiches sur ces retours d'expérience. Donc, la première étape du protocole, c'est d'abord une enquête de l'agriculteur en amont pour avoir un petit peu son retour sur la pratique de l'ACS, ce qu'il a déjà testé, parce que souvent on arrive avec des agriculteurs qui ont déjà testé pas mal de choses chez eux et qui ont en fait ce besoin de mesurer ou en tout cas de pouvoir un peu plus objectiver finalement les expériences qu'ils font sur le terrain. Donc la première étape, c'est l'observation du sol et des adventices. Donc là, c'était surtout pour pouvoir interpréter les résultats, c'est-à-dire voir s'il y avait déjà un contexte ou des éléments qui pouvaient éventuellement expliquer les résultats. Et donc à partir de novembre, donc sur la mise en place, donc c'est surtout la mise en place d'un témoin, donc sans la pratique, on va dire, et un témoin et une modalité, pardon, avec la pratique ou plusieurs dans certains cas. Et donc sur chacune des modalités et du témoin, l'objectif c'était de pouvoir faire des mesures, donc de vigueur, hauteur, pouvoir couvrant, des nombres de pieds mètres carrés, des comptages pour la partie adventice et aussi des photos pour pouvoir effectivement illustrer ensuite les pratiques. Donc on revient seulement en février, donc avant le premier rapport, au stade épi 1 cm pour faire des mesures cette fois-ci d'INN, donc d'indice de nutrition azotée. Donc là qui sont faits, on va dire, qui sont envoyés avec des prélèvements de plantes envoyés au labo. Et donc, grâce à ces mesures et à ces protocoles, on regarde aussi le pouvoir couvrant, la vigueur, la hauteur. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir avoir un point de comparaison par rapport à ce qu'on avait observé au mois de novembre. Donc là, c'est, on va dire, le protocole démarrage. Donc, on s'arrête en fait sur les observations et on passe ensuite sur des mesures de rendement, donc au moment de la récolte. Donc, on a fait des nombres d'épimètres carrés, des estimations de rendement, des PMG et des PS pour essayer de voir effectivement est-ce qu'il y a un effet de ces pratiques donc sur le rendement. Donc ça, c'était le premier protocole. Et donc, si on passe au protocole donc végétation, donc on a, j'allais dire, le même démarrage, donc avec bien sûr une enquête de pratique, des observations de sol, donc toujours et d'adventices, toujours pour essayer de voir s'il y avait des facteurs limitants. Et ensuite, on passe en fait sur 3 INN qui sont réalisés, donc à épi 1 cm de nœuds et floraison. Pour essayer de voir en fait une sorte de courbe d'absorption d'azote et de voir effectivement est-ce que en fonction des pratiques par rapport à chaque fois aux témoins, donc puisqu'on a à chaque fois une pratique qui correspond à un contexte, une situation et effectivement une pratique d'agriculteur par rapport à son témoin. Donc on a des situations finalement assez bien identifiées. Et donc, comme dans le premier protocole, on va jusqu'à la récolte et on mesure aussi le nombre d'épimètres carrés. On fait une estimation du rendement, du poids de 1000 grains et du PS. Je te laisse du coup passer. Voilà. Donc, sur la fiche observatoire, donc l'objectif, c'était du coup de recenser chaque pratique sous forme d'une fiche. Alors, on est sur des protocoles qui sont relativement simplifiés, donc on n'a pas, j'allais dire, un grand nombre forcément de résultats à traiter, mais l'objectif des fiches, c'était aussi de décrire finalement les exploitations sur lesquelles et les parcelles sur lesquelles se sont situées en fait ces expérimentations-là. Avec donc une première partie qui permet de décrire le contexte, donc sachant qu'il y a eu aussi en complément des enquêtes sur les pratiques et aussi sur le ressenti des agriculteurs par rapport aux résultats des observations, puisque des fois on a effectivement des résultats qui ne sont pas forcément, j'allais dire, conformes à ce qui était attendu, mais ça permet effectivement d'avoir le retour de l'agriculteur.
Donc là, la première partie, c'est effectivement l'ancienneté par rapport à l'ACS, le système de culture dans lequel la parcelle est conduite. Et on avait aussi, donc ça faisait partie de la première enquête, demander aux agriculteurs les objectifs. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient voir finalement par rapport à ces pratiques? Donc, pour les pratiques démarrage, c'est souvent favoriser le démarrage, surtout au niveau racinaire, et éventuellement substituer un traitement de semences chimiques, donc quand on était dans de l'enrobage ou de la fertilisation localisée. Donc, si on regarde sur la deuxième partie donc, de la fiche, donc là, c'est effectivement les résultats. Donc, on a remis à chaque fois, donc là, je suis sur un cas avec et 118,46. Donc, on a à chaque fois la modalité comparée à son témoin. Donc, sur les différentes mesures qui ont été réalisées. Donc, là, pour le protocole démarrage, on a la vigueur, la hauteur, le pouvoir couvrant, le nombre de pieds, la biomasse, le nombre d'épimètres carrés, donc les INN qu'on a aussi fait mesurer au labo, et on a aussi donc toute la partie qui concerne donc l'estimation de rendement, le PMG, le PS et les protéines aussi qu'on a analysées. Donc ça, c'était la première, on va dire, la première partie, et on a voulu, on va dire, renforcer finalement cet observatoire par la constitution d'un score par rapport au contexte de départ. Donc en fait, alors c'est de l'expertise, hein, donc comme on avait beaucoup de parcelles, ça nous a permis effectivement de quantifier dans combien de situations finalement on avait des réussites, et est-ce qu'il y avait finalement un lien avec le contexte. Donc pour ça, il fallait effectivement qualifier le contexte de départ. Donc là, vous avez effectivement le listing des facteurs qui ont été choisis. Alors voilà, ça peut être discutable hein, en termes de scoring, mais l'idée, c'était de pouvoir dire est-ce que mon contexte de sol a un impact? Donc on a regardé l'effet texture, l'effet matière organique et l'hydromorphie. Et vous avez ensuite l'effet précédent et le contexte de l'exploitation. Donc pour voir effectivement, est-ce qu'on peut qualifier chaque parcelle, du coup, chaque contexte de parcelle, pour voir si c'est l'effet en fait qu'on peut retrouver du coup sur les résultats de l'observatoire. Donc, suite à ce travail de score de contexte, on a poussé plus loin sur la partie démarrage seulement, hein, une exploration statistique des résultats, puisqu'on avait quand même du coup 37 modalités qu'on pouvait effectivement traiter. Et donc, c'est avec le même objectif, essayer de voir est-ce qu'il y a des éléments en fait qui sont ressortis, on va dire, de ces 37 pratiques. Alors, pour rappel, hein, c'est un dispositif en bande, donc on n'a pas de répétition. La répétition, elle est plutôt finalement au niveau du nombre de parcelles. Et c'est des suivis qui ont été faits sur 3 années climatiques différentes. Donc, on a bien effectivement regroupé l'ensemble de ce qu'on avait dans l'observatoire pour faire en fait cette analyse. Donc, on a consolidé bien sûr les données avant de faire l'analyse en composantes principales pour essayer de voir effectivement est-ce qu'il y a des choses statistiquement différentes qui ressortent. Et donc, on retrouve là, dans ce que vous avez à l'écran, donc les 2 premières composantes. Donc, la première qui représente du coup finalement les composantes de rendement. Donc, c'est ce que vous voyez en fait avec les barres bleues, donc le nombre d'épimètres carrés, le rendement corrigé, le PMG, le PS. Et dans la deuxième composante de rendement, on va retrouver l'INN, et du coup qui vient en antagonisme avec la biomasse, ce qui est plutôt cohérent avec ce qu'on pourrait attendre. Et donc l'ensemble en fait de ces 2 composantes nous a permis en fait de faire des classes. Donc, si tu peux afficher. Donc on est à 53% d'explication en F1 plus F2. Et donc là, on a regroupé finalement les 37 situations par classe pour voir effectivement est-ce qu'on pouvait déjà déterminer des éléments pour dire voilà, telle pratique ou tel groupe de pratiques marche ou marche moins bien.
Et donc la difficulté, en fait, c'est qu'on a aussi des classes avec une seule parcelle. Donc vous les voyez, la 11, voilà, et la 17, d'autres avec 2 parcelles. Donc là, on a plus de difficultés, effectivement, à dire que c'est cette classe-là qui va avoir effectivement un résultat, puisqu'on n'est pas, on n'a pas suffisamment dans ce cas-là d'éléments, en tout cas au niveau statistique, c'est un petit peu faible. Mais ça permet quand même donc d'avoir créé un dendrogramme là que vous avez à gauche et qui vous montre en fait les 6 classes. Par contre, la difficulté, donc effectivement, dans ces 6 classes, on n'a pas retrouvé une seule technique ou une seule stratégie qui ressort. C'est-à-dire que on aurait pu s'attendre à avoir, par exemple, tous les enrobages de semences dans une classe, toute la fertilisation localisée dans une autre, et c'est pas le cas. C'est-à-dire que dans chaque patate que vous voyez, vous avez en fait des stratégies différentes. Donc on n'arrive pas effectivement à conclure en disant c'est les stratégies, par exemple, de fertilisation localisée qui donnent, j'allais dire, à tous les coups un résultat. Donc les enseignements en fait de cet observatoire, c'est la première, l'importance d'avoir un témoin pour ce type de dispositif en bande et un protocole, puisqu'on voit bien que si on n'a pas finalement de point de comparaison, donc c'est un petit peu ce que finalement les agriculteurs faisaient avant qu'on intervienne, c'est-à-dire ils observaient des choses mais sans pouvoir les comparer à un témoin. Donc effectivement, ils avaient un peu de mal en fait finalement à en tirer quelque chose. Et là, on se rend compte effectivement, quand on met un témoin, on peut quand même du coup faire cette comparaison, même si on est en bande. Et il faut aussi effectivement avoir un protocole, c'est-à-dire mesurer vraiment des indicateurs. Donc là, un des indicateurs qui est ressorti donc, dans l'observatoire, c'est la vigueur, puisque suite à l'ACP, il y a eu du coup aussi une matrice de corrélation, donc par les facteurs 2A2 qui a été faite. Donc c'est ce que vous voyez dans le tableau là avec un fond vert. Et donc là, on voit qu'on a une corrélation qui apparaît entre la vigueur et les composantes de rendement. Donc là, le rendement corrigé et le PMG. Et on voit aussi qu'on a une corrélation entre le nombre d'épimètres carrés et les mêmes composantes de rendement. Là, ça va même jusqu'au PS. Donc on peut dire aujourd'hui que la vigueur, en tout cas dans l'observatoire, c'est un indicateur qui est intéressant à mesurer parce qu'il a cette corrélation au rendement et au PMG. Donc vous avez aussi la grille qu'on a utilisée pour les notations de vigueur, puisque du coup vous verrez dans les graphiques, elle s'est exprimée en notes de 1 à 9, et donc vous avez l'explication par rapport à cette notation. Pour le nombre d'épis par mètre carré, c'est aussi un bon indicateur, puisqu'il est du coup directement corrélé au rendement PMG et PS, et qu'il est aussi plus facile effectivement à mesurer et plus précis, puisqu'on sait que quand on fait donc des mesures sur le rendement, on fait finalement des estimations plutôt de rendement réalisé. Et on a aussi souvent des écarts types qui sont, on avait fait des mesures sur les campagnes plutôt autour de 6,5 ou 8,5 en fonction des années. Le score de contexte de départ, donc on n'a pas effectivement montré que c'était un facteur discriminant. Et donc, il ne pouvait pas forcément servir de règle de décision. C'était une hypothèse aussi qu'on avait faite en cours de route, c'est-à-dire de dire on fait un score de contexte et peut-être qu'on va ressortir que pour, par exemple, des contextes défavorables, on a un effet alors qu'on ne l'a pas pour des contextes favorables. Ça ne ressort pas, en fait, par rapport, en tout cas, au scoring qu'on a choisi de prendre pour qualifier, en fait, le contexte de départ. Donc, je rappelle, c'est bien un dispositif en bande. Ça sert aussi de retour d'expérience. C'est, je pense, utile aussi aux agriculteurs effectivement expérimentateurs qu'on a accompagnés dans le cadre de l'observatoire. Et ça permet vraiment de répondre ou en tout cas d'objectiver un petit peu leurs pratiques.
Donc, tu peux passer. Voilà. Donc, suite à ce constat, on est reparti en fait de la typologie des pratiques et on a regardé par rapport à l'indicateur nombre d'épis par mètre carré. Donc là qu'on avait là pour 37 parcelles. Est-ce qu'on arrivait du coup avec uniquement ce critère-là d'avoir en fait finalement un classement ou en tout cas des facteurs de réussite par rapport aux familles de stratégie. Donc, on ne retrouve pas effectivement une famille qui a un effet positif dans toutes les situations, puisque vous voyez que vous avez des effets positifs là en vert sur 8 situations, mais 3 qui sont liés à la catégorie enrobage de semences et 5 à la catégorie fertilisation localisée. Donc effectivement, on ne peut pas dire qu'une famille de stratégie va réussir à tous les coups. Mais on a effectivement des effets donc positifs ou dépressifs quasiment en fait dans toutes les familles qui ont été en tout cas testées. Et je vais en avoir fini avec ma présentation. Merci Agathe. Aline, est-ce qu'on a des questions là sur cette première partie observatoire? Oui, alors, Agathe, j'ai 2 questions pour toi, plutôt méthodologiques. Tout d'abord, au sujet de l'estimation du rendement, est-ce que tu peux préciser quelle méthode on a utilisée? Alors, pour le rendement, en fait, on a utilisé des prélèvements. Donc, on a fait 4 répétitions de 1 mètre carré, donc qu'on a prélevé et qu'on a ensuite battu à poste fixe. Merci. Une deuxième question qui est sur... alors, tout d'abord, une question sur l'analyse de sol. Est-ce qu'on a des analyses de sol pour chaque parcelle pour les décrire? Alors, on a utilisé en fait des analyses de sol qui étaient existantes. On n'a pas refait des analyses de sol. Donc, on a fait sur les analyses de sol existantes, donc par exemple pour avoir les taux de matière organique et pour faire le score contexte de départ là, que je vous ai présenté. Eh bien, justement, c'était la question suivante. Sur quoi est-ce qu'on s'est basé pour définir ce scoring? Si tu peux revenir peut-être À la diapo sur le scoring. Ouais, Ouais, voilà, justement sur le scoring de départ. Alors oui, pardon. je l'ai présenté effectivement rapidement. Voilà. Donc effectivement, l'effet texture, le taux de matière organique, donc différencié, donc plus de 2,5 en limon, plus de 1,8 en sable. Et puis donc l'hydromorphie, donc ça constituait la partie contexte sol. Et ensuite, donc il y a effectivement le contexte précédent, donc avec un classement en fonction des précédents culturaux, et le contexte exploitation, donc là par rapport aux apports de matière organique et la fréquence, si c'était du semi-direct pur, et puis la présence de couverts. Donc ça permettait de donner en fait un score à chaque parcelle finalement, à chaque pratique testée. Voilà, sachant que là, on était à dire d'experts et qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui peut. Voilà, il a fallu qu'on teste quelque chose, c'est vraiment quelque chose, un score qui est testé, mais il est forcément, comment dire, contestable aussi sur certains partis pris, quoi. Ouais. Est-ce qu'on a encore le temps pour une dernière question? Oui, je pense qu'on peut Oui. prendre une dernière question. C'est plus une question sur ce qui a été testé au niveau de l'enrobage des semences. Qu'est-ce qui a été testé au sein de l'observatoire? Est-ce que c'était du seed priming avec quel élément ou alors est-ce que c'était d'autres types d'enrobage? Alors sur l'enrobage de semences, on a eu des enrobages maison, donc avec par exemple acide humique, acide fulvique, Coca-Cola. Et autrement, effectivement, c'était plutôt des enrobages de semences à base de fertilisants. Donc on a aussi eu des extraits de compost, donc mélangés avec de l'urée. Des traitements de semences CRS. Qu'est-ce que j'ai encore
Voilà, il y a effectivement, on n'a pas, on a repris exactement ce que les agriculteurs en fait testaient déjà chez eux, quoi. C'est bon. Du coup, Aline, on passe Ouais. à la suite. Il restait Si une jamais, question, mais on la gardera peut-être pour la fin, sinon. voilà, n'hésitez pas. Si vous Ok. avez d'autres questions, on va garder ça sous le coude. On vous répondra à la fin. Je vous propose maintenant de passer donc aux résultats plateforme par plateforme. Donc, je vous ai dit où on s'est positionné dans différents contextes en fait et différents systèmes. Donc, la premier était donc en plateforme ACS en système céréalier semi-direct sous couvert de légumineuses. Et donc, c'est Mathieu Laurin, enseignant-chercheur au LEVA à l'ESA, qui va nous présenter les résultats. Je te laisse la parole, Mathieu. Et merci Virginie. Donc en effet, dans le cadre de ce projet NutriPack, nous, au Lévin, le laboratoire auquel j'appartiens, on s'est, comme tu le disais, intéressé à des systèmes en semi-direct sous couverture végétale vive, donc avec des légumineuses. Et on s'est intéressé en fait à deux choses. La première, c'est de comprendre un petit peu quel pouvait être l'impact de la présence de cette légumineuse vivante sur l'état de santé général de la plante, mais plus particulièrement sur sa nutrition azotée, premièrement. Et puis, deuxièmement, on voulait comprendre également les interactions qu'il pouvait y avoir avec la manière de piloter la stratégie de fertilisation azotée de la culture. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, Frédéric le disait dans son introduction, hein, souvent lorsqu'on parle d'agriculture de conservation des sols, on a tendance à pointer du doigt des problèmes de disponibilité d'azote qui nuisent un petit peu au démarrage des cultures, des questions qui se posent sur des dynamiques de minéralisation qui sont un petit peu différentes. Donc on a essayé d'étudier ces éléments-là. Donc au final, on a poursuivi deux objectifs. Le premier consistait à comprendre quel était le rôle des légumineuses, comme je le disais tout à l'heure, pour améliorer la nutrition et la santé du blé en semi-direct. Donc tout simplement, on a mis en œuvre deux plateformes expérimentales en 22-23 et 23-24 sur deux sites, donc je vais y revenir tout à l'heure, et à chaque fois, cette plateforme, elle visait, donc il y avait un facteur étudié avec deux modalités. La première modalité, eh bien, avec ou sans légumineuses. Donc le deuxième type de question qu'on se posait, c'était de savoir si, comme on peut le voir dans la Biblio 1 ces dernières années, qui tend à remettre un petit peu en question la manière et les pratiques de fertilisation azotée en conventionnel également. On se posait la question de savoir si ce qu'on a l'habitude de conseiller en agriculture de conservation, donc plutôt anticiper sur les apports azotés et puis pas forcément les réduire, mais les maintenir, voire même les augmenter pour pallier à ces problèmes de minéralisation. Donc, est-ce que ces stratégies de retard du premier apport pouvaient être pertinents, y compris dans ces systèmes en semi-direct sous couverture végétale de légumineuses. Donc, pour répondre à ces questions, en plus de ce facteur présence-absence de légumineuses, eh bien, on a comparé deux stratégies de fertilisation azotée. Donc, la première qui était basée sur le conseil un petit peu classique en ACS, donc avec des apports assez conséquents et assez précoces. C'est ce que j'ai appelé la pratique agriculteur dans notre cas de figure. Et puis la deuxième, en s'appuyant sur la bibliographie, donc de miser sur un décalage notamment du premier apport pour maximiser l'efficience d'utilisation de l'azote et miser potentiellement aussi sur des carences azotées précoces qui ne seraient pas nuisibles pour l'établissement du rendement. Donc au final, ça nous a amené à deux situations, sur les 2 années d'expé considérées, hein. Donc à chaque fois, on a comparé une stratégie agriculteur basée sur deux apports relativement précoces. Donc en gros, un apport assez important au stade talage, puis un autre environ 1 mois plus tard. Donc ça, c'est la modalité agriculteur. Et dans notre modalité azote décalé, eh bien, en gros, c'est à peu près la même chose, mais à chaque fois en décalant ces deux apports de 3 semaines. Donc voilà un petit peu pour le dispositif. Pour évaluer tout ça, eh bien, on s'est appuyé sur une batterie de mesures. Donc les premières mesures visaient à réaliser en gros 4 prélèvements. Donc 3 prélèvements
de biomasse, d'analyse de la teneur en azote et donc de calcul de l'INN tel que Agathe le présentait tout à l'heure, donc à épi 1 cm de nœuds et floraison, pour essayer de comprendre un petit peu cette dynamique d'accumulation de l'azote. Et puis ensuite, bien sûr, on a été mesurer des rendements. Et puis, on avait une autre question un petit peu plus annexe qui consistait à potentiellement mettre en œuvre toute une batterie d'indicateurs et d'outils potentiellement mobilisables par les agriculteurs pour pouvoir aider à piloter cette fertilisation azotée. Donc, on a fait des mesures hebdomadaires avec un N-tester, on a fait des mesures de redox, de Brix, etc. Et puis, on a réalisé également des mesures d'activité biologique pour comprendre là aussi si finalement la présence de cette légumineuse et ces stratégies de fertilisation azotée pouvaient avoir un impact ou pas sur la nutrition azotée du blé. Donc tu peux passer à la diapositive suivante. Donc je le disais en introduction, cette plateforme elle a été dupliquée sur 2 campagnes culturales, donc sur 2 sites différents, donc différents du point de vue de leur localisation. Donc le premier à la Chapelle-Saint-Lô, pas très loin d'Angers, et puis le second dans le nord-est du département à Noyant-Village. Donc 2 systèmes de culture qui à chaque fois mettaient en œuvre un semis de blé en direct dans une couverture végétale de légumineuses déjà présentes. Donc en 2022-23, on était sur une luzerne et donc sur un blé implanté dans une luzerne qui elle-même avait implanté en année N-2 dans du colza. Donc on était aussi sur un contexte de pédoclimat un petit peu plus limitant, donc des sols sableux à faible réserve utile. En 23-24, contexte assez radicalement différent du point de vue du pédoclimat, avec un sol beaucoup plus profond, avec un potentiel de rendement plus important et des conditions climatiques très différentes, donc particulièrement humides. Et donc là, en l'occurrence, on était sur un semis de blé, bien sûr, implanté dans un mélange de trèfle, lui-même implanté dans le tournesol de l'année précédente. Donc en termes de dispositif, on est bien là aussi sur un dispositif en bande, donc sans répétition, qui vise à comparer présence et absence de légumineuses. Donc à chaque fois, on est sur une largeur de train de pulvérisateur. Et puis 3 stratégies de fertilisation azotée. Donc la pratique agriculteurs, sans rien changer de la façon dont les 2 agriculteurs fonctionnaient, une pratique en azote décalé et puis un témoin sans fertilisation azotée. Donc tu peux passer à la diapositive suivante. Donc quelques-uns des résultats qui ont été accumulés. Donc le premier, tout simplement, on a regardé bien sûr les performances agronomiques et notamment en termes de rendement. Donc ici sur ces 2 figures, donc on a la campagne culturale 22-23 à gauche et 23-24 à droite. On a à chaque fois, on a 2 facteurs étudiés, donc 0 azote à gauche, modalité fertilisation azotée, conduite agriculteur au centre et N décalé à droite. Et puis en couleur, vous retrouvez le avec légumineuses, donc soit luzerne, soit trèfle en vert et sans légumineuses en bleu. Donc de manière générale, pour vous repréciser un petit peu le contexte, en 22-23, on était sur une année climatique qui a permis d'être à peu près au niveau de l'objectif de rendement, un petit peu moins, on en discutera après, en 22-23. Et puis en revanche, en 23-24, un rendement obtenu bien en deçà de l'objectif de rendement compte tenu de l'année climatique et de l'excès d'humidité en particulier. Donc, d'un point de vue général, en tendance, là encore, on est sur un dispositif en bande non répétée, donc je parle bien de tendance ici. Il y a plusieurs choses qui se dégagent. La première, donc quelle que soit l'année et le contexte, en gros, on a une tendance à un rendement plus important malgré une variabilité importante quand on décale les apports d'azote, donc sur la droite de la figure à chaque fois, en comparaison avec le témoin agriculteur. Donc ça, c'est le cas sur les 2 années. Et puis, en moyenne, on est sur une augmentation de rendement de l'ordre de 5 à 10 quintaux, donc qui est assez intéressant. Donc ça, c'est le premier résultat. Et le deuxième résultat, c'est l'impact de la présence ou de l'absence de la légumineuse qui, là, dépend assez fortement. On a même des tendances inversées entre les 2 situations. Donc ça, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Donc la première année, un impact assez nuisible de la présence de légumineuses versus en 2023-2024, mais très lié probablement à la stratégie de régulation de la légumineuse, où en 22-23, l'agriculteur était sur un mode de régulation un peu moins drastique, on va dire, avec une compétition exercée par les légumineuses probablement plus importante, versus en 23-24, avec une régulation un petit peu plus importante. Donc voilà pour les rendements sur ces 2 plateformes. Tu peux passer à la suite, Virginie, s'il te plaît. Donc
là, je fais le focus uniquement sur une des deux plateformes pour comprendre un petit peu l'évolution du statut azoté de la culture, sachant que c'est à peu près les mêmes tendances qui se dégagent en 22-23. Donc ici, sur cette figure-là, je vous ai représenté l'évolution des mesures réalisées avec le N-Tester. Et le N-Tester, c'est un outil qui est intéressant parce que la valeur qui en ressort permet une estimation de l'indice de nutrition azotée qui permet de signaler la présence ou l'absence de carences azotées. Donc, je vous l'ai dit en introduction, dans la bibliographie aujourd'hui, il y a de plus en plus de résultats qui tentent à montrer que décaler le premier apport d'azote induit la présence de carences, enfin souvent de carences azotées en début de cycle, mais pas forcément préjudiciable. Donc voilà, encore une fois, le suivi de cet indicateur-là a permis de monitorer l'évolution de ce statut azoté. Donc sur le graphique, vous allez retrouver en très plein la stratégie azote décalée, donc en noir et en gris, et puis en très pointillé, vous allez retrouver la modalité agriculteur, donc avec apport d'azote précoce. Donc je vous le disais en jaune et en vert en haut, je vous ai reprécisé un petit peu les stades et les quantités d'azote qui ont été apportées. Donc modalité agriculteur, un premier apport au stade talage à la mi-février, puis un autre 3 semaines plus tard. Donc on est sur 190 kg d'azote apporté au global. Et puis dans la modalité décalée, c'est à peu près la même chose, mais à 3 semaines d'intervalle. Donc on a voulu rester sur les mêmes quantités d'azote pour pas, dans les deux modalités, pour pas induire d'effets supplémentaires. Donc ce qu'on peut voir, c'est que conformément à ce à quoi on s'attendait, on a piloté la fertilisation de la modalité décalée de manière différente de celle de l'agriculteur. Donc vous voyez typiquement en bas à gauche sur la petite photo là, c'est une photographie qui a été prise le jour où on a réalisé le premier apport sur la modalité azote décalée pour vous montrer qu'on a déclenché ce premier apport dans une situation qui était assez carencée avec une différence de couleur très très marquée. Donc on était vraiment sur une modalité qui virait vraiment au jaune, donc assez carencée. La conséquence de ça, c'est qu'en termes de suivi du N-Tester, eh bien, on a une modalité azote décalée qui présente une carence azotée assez marquée en début de cycle, mais qui rattrape très rapidement son retard en termes de statut azoté. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré la présence de cette carence azotée précoce avec cette stratégie d'azote décalé, eh bien, au final, en fin de cycle, compte tenu de ce décalage, eh bien, on a une tendance à un meilleur état de nutrition azotée en fin de cycle. Et donc, c'est ce qui a très probablement conduit à un rendement légèrement, enfin en tendance en tout cas, légèrement plus important pour la modalité décalée que pour la modalité agriculteur. Donc en revanche, quand on essaie de comparer, donc ça c'est ce qui est représenté par les couleurs à chaque fois dans les courbes, la présence ou l'absence de la légumineuse, voilà, les conséquences sont beaucoup moins importantes que la stratégie de fertilisation et on a tendance à montrer une meilleure nutrition azotée en présence de légumineuses qu'en son absence au cours de cette campagne 23-24. Donc tu peux passer à la diapo suivante. Donc voilà, je vous ai... Il manque la diapositive de fin, mais c'est pas grave, je vais essayer de parler des conclusions et des perspectives comme ça. Donc, pour revenir un petit peu à nos objectifs initiaux, donc conformément à ce qu'on peut lire en bibliographie en agriculture plus conventionnelle, il semblerait que en agriculture de conservation aussi, malgré des dynamiques de minéralisation qui sont un petit peu différentes, des sols qui sont plus froids à la reprise de végétation, eh bien, il semblerait tout à fait possible de décaler ces apports azotés pour gagner en efficience d'utilisation de l'azote, limiter les pertes environnementales, tout en conservant au minimum, à dose équivalente en tous les cas, des performances agronomiques qui sont équivalentes. Donc, on n'a pas eu l'occasion de le tester dans le cadre de notre expérimentation, mais il semblerait aussi que, compte tenu de ces résultats, typiquement sur ces deux campagnes culturales, à objectif de rendement équivalent, on aurait très probablement pu limiter la dose d'azote totale apportée, compte tenu de ce surplus de rendement à dose équivalente
d'azote. Donc ça, c'est un deuxième résultat. On peut aussi revenir sur, très rapidement sur les outils qui ont été testés. Donc je vous le disais, on a testé toute une batterie d'indicateurs ou d'outils potentiellement intéressants pour les agriculteurs, donc du N-Tester, du Redox, du Brix, un scanner qui permet d'avoir une lecture instantanée du Redox, du Brix, etc. Et il s'avère, ce qui ressort, hein, c'est que mis de côté notre N-Tester qui nous a bien permis de nous aider à déclencher les différents apports pour la modalité décalée, à bien, plutôt pas trop mal, suivre l'évolution du statut azoté, eh bien il semblerait que, voilà, à part cet indicateur-là, les autres soient, comment dire, peu réactifs et pas forcément très très intéressant pour un agriculteur pardon, pour piloter sa fertilisation azotée. Pardon. Et puis voilà, dernier petit résultat sur lequel j'ai pas eu l'occasion de m'apesantir beaucoup, mais on avait aussi monitoré été faire des mesures d'activité biologique dans le sol. Hein. Et donc ces mesures, elles tendent à montrer que la présence de légumineuses, ça semble avoir un effet positif sur l'activité biologique, sans forcément, avec les indicateurs qu'on a utilisés, en tous les cas, qu'on puisse directement relier ça avec les performances agronomiques qu'on a monitorées. Donc voilà pour ces quelques résultats issus de cette plateforme 49. Ok, ben je te remercie, Mathieu. Donc désolé pour la diapo que je réinsérerai pour tout le monde. Je propose peut-être à Alexandre de partir sur la deuxième plateforme et puis on garde les questions, Aline, pour la fin. Voilà, de côté. Alors, sur la plateforme suivante, on est dans un autre contexte, puisqu'on est plus là sous des couverts de légumineuses. On est sur un système ACS en polyculture élevage. Et donc, je vais laisser la parole à Alexandre Athé, donc, qui est conseiller Sol ACS à la Chambre. La parole, Alexandre. Merci Virginie. Oui. Bonjour à tous. Donc oui, en effet. Donc moi j'ai pu suivre avec d'autres collègues donc la plateforme située en Sarthe, donc le point vert le plus haut que vous voyez là sur la diapositive, donc sur la commune de Marsan. Donc un dispositif qui est un dispositif. On verra le dispositif après, mais en tout cas qu'on a nommé comme conventionnel en agriculture de conservation des sols. Donc on a testé à la fois de la fertilisation en localisé au semis, couplée à du travail du sol ou du non-travail du sol. Tu peux passer à la diapo juste après. Deux éléments de contexte. Donc le premier, c'est l'exploitation, et vous aurez la diapo juste après sur le type de sol sur lequel on a pu se situer dans les deux situations. Donc sur la campagne 2022-2023, on était sur la même, donc 2022-2023 pardon, et 2023-2024, on était bien sur la même exploitation, mais sur deux parcelles différentes. Donc ce qui veut dire qu'on a eu plus ou moins deux contextes aussi de typologie de sol différents. Donc l'exploitation, non, attends, excuse-moi. Donc l'exploitation, c'est une exploitation en polyculture élevage, donc avec un élevage de chèvres sur 140 hectares, avec un tout petit peu de prairies. Tout ça pour dire qu'on a très peu d'effluents d'élevage qui reviennent sur la sole, puisque sur les 140 hectares, les besoins en matière organique ne permettent pas de couvrir l'ensemble des besoins nutritifs des cultures. Donc, on est plutôt sur une stratégie avec des parcelles qui reçoivent de la matière organique tous les 3 voire 4 ans. Donc, pas forcément un retour de matière organique fréquent, en tout cas matière organique issue de l'élevage, mais quand même sur des pratiques qui tendent vers l'agriculture de conservation des sols, avec de la mise en place de couverts végétaux et de la réduction de travail du sol et des rotations, comme vous pouvez voir. Rotation type, mais c'est plutôt un panier de cultures, on va dire, et l'agriculteur adapte annuellement les cultures qui vont correspondre un petit peu à l'année en cours, et puis surtout au précédent, et puis aux disponibilités aussi des parcelles, puisqu'on est sur un contexte qui est assez... on est proche de la Loire, avec des parcelles parfois qui peuvent baigner, et parfois des parcelles qui sont très hautes, sur des parcelles très pierreuses, avec des faibles réserves utiles.
Si je reviens à mes deux parcelles, donc sur la parcelle 2023 et parcelle 2024, on était dans les contextes globalement des limons sableux, euh, pas loin de plaines alluviales ou en tout cas sur des alluvions. Sur le premier contexte en 2023, on est sur des sols qui sont relativement en tout cas qui sont fertiles, on va dire, avec ce qu'ils ont. Vous voyez, on a 8% d'argile, donc on est plutôt sur des sols à tendance limoneux-sableux, très superficiels, donc avec des faibles réserves utiles aussi. Contrairement à 2024, on était sur un sol plus profond, mais par contre, avec une structure plus marquée, puisqu'on est sur des sols qui sont assez hydromorphes, qui peuvent aussi se retrouver sous l'eau, en tout cas sur quelques périodes de l'année, mais en tout cas, ça peut se retrouver sous l'eau aussi. Donc des sols qui ont tendance à être engorgés. On peut avoir des traces aussi d'hydromorphie, en tout cas ouais, d'hydromorphie assez intense. Mais à côté de ça, on a une activité biologique qui fait que dès que le sol retrouve de l'oxygène, on repart sur un fonctionnement de sol qui semble être quand même plutôt correct. Mais en tout cas, on a eu plus de difficultés en 2024 qu'en 2023. Donc, les plateformes expérimentales, donc la plateforme expérimentale qui a été conduite en 2023 et en 2024, donc ça s'est toujours conduit de la même façon. Donc, la diapo que vous voyez là et celle que vous verrez après, c'est la même. Ce qu'on a testé, c'est donc 5 modalités, pardon. Donc, une modalité témoin, qui est en fait la pratique agriculteur, mais sans apport minéral ou organique. Donc ça veut dire on a juste eu un passage de semoir en semi-direct. Donc dans ce cas-là, c'était le Gaspardo. Voilà, il y a juste eu un apport et ensuite il y a eu les apports, comment dire, les apports phytosanitaires qui ont été faits, mais pas les apports d'engrais qui ont été faits. Donc on était sur une modalité témoin sans ferti. Deux modalités, donc avec un léger travail du sol. Pardon, puisqu'on était sur des disques indépendants, donc là à 8 cm, donc les modalités TCS qu'on a appelé TCS, et à chaque fois on a comparé une modalité TCS avec un engrais starter au semis, donc là c'était 80 kg de 13, 26, 28, et donc une modalité avec engrais starter, une modalité sans engrais starter, et idem pour deux autres modalités en semi-direct, donc là où il n'y a pas eu du tout de travail du sol, donc on était un précédent colza, repousse de colza, et un semis au Gaspardo en direct dans les repousses de colza, donc pareil, semi-direct et semi-direct avec engrais localisé, donc engrais starter, au semis. En 2024, on reprend la même expérimentation qu'on remet en place. Donc on est bien sur des bandes, hein, donc on n'a pas de répétition, hein, qu'on soit d'accord. Avec la même stratégie. Simplement, on a essayé de regrouper les modalités pour éviter les biais qu'on avait en 2023, où les deux modalités starter étaient à l'opposé. Là, on a essayé de regrouper les modalités starter avec les modalités ferti et la bande témoin. Donc la seule petite différence, c'est qu'on avait un engrais starter un petit peu différent, puisque tout à l'heure on était avec un 13-26, là on est avec un 11-26, mais toujours mis à 80 kg. Et le travail du sol, on a essayé d'être un petit peu plus agressif, même si c'est pas forcément le bon mot, parce que on est parti avec un Actisol Déméter, donc qui a travaillé un petit peu plus le sol en profondeur. On est sur un espèce de déchaumeur fissurateur, donc qui a quand même ramené un petit peu plus de travail du sol. Tu peux passer à la diapo juste après. Voilà pour les éléments de contexte. Sur la plateforme, je ne vais pas tout vous détailler, ça a été repris globalement, mais il y a eu un ensemble d'observations qui ont été faites du semis jusqu'à la récolte, avec une batterie d'analyses, de tests, etc. Donc, que je vais vous présenter sur la diapo juste après, je ne m'attarde pas sur celle-ci. Donc, ça n'a pas été super facile pour pouvoir vous présenter quelque chose de façon rapide sur l'ensemble des composantes qui ont pu être, les composantes de rendement notamment qui ont pu être analysées. J'ai repris ça sous forme de tableau en vous montrant donc sur la partie de gauche tous les éléments qui ont été analysés et à chaque fois les résultats qu'on peut en tirer en essayant de comparer ces 5 modalités, essayer de voir où sont les éléments les plus visibles. Donc on s'aperçoit quand même que on reste sur des choses qui sont très très proches. Donc à chaque fois, il n'y a pas une modalité qui se décroche plus qu'une autre. Par contre, on observe
on observe quand même des différences sur quelques composantes. Alors, avant de parler des composantes, on a le reliquat où on a pu voir en 2024, a priori, hein, parce qu'il faudra le répéter, mais un léger effet du travail du sol, puisque dans la modalité avec travail du sol, donc là où il y a eu l'actisol Déméter, on se retrouve avec un reliquat de 15 unités supplémentaires. Donc, est-ce qu'il y a eu un effet minéralisation un peu plus important? En tout cas, on a cette différence de 15 unités entre les modalités SD et les modalités TCS. Donc, on part avec un petit peu plus d'azote, a priori disponible pour la culture au semis. Et donc, ce qu'on peut voir, si je veux aller assez rapidement sur les différences, contrairement à ce que Agathe a pu nous dire tout à l'heure sur les notions de vigueur, etc., on n'a pas forcément observé sur la plateforme de différence. Le blé était globalement à même vigueur, avec la difficulté qu'en 2023, tout a poussé. On était sur des conditions de minéralisation qui étaient super bonnes, des conditions d'implantation très très bonnes. Contrairement à 2024, où on était dans des conditions d'implantation très moyennes, avec une défaveur pour le semi-direct, puisque le sol a été quand même pas mal gorgé en eau. On a eu vraiment beaucoup d'eau dans le premier horizon, avec un horizon qui a bleui très rapidement, on va dire, de novembre jusqu'à février, avant que l'oxygène revienne et que l'horizon reprenne ses propriétés physiques. Donc, on a eu des grosses pertes à la levée en semi-direct sur la plateforme 2024, puisque vous voyez, on est sur 45% de pertes. Donc, la deuxième ligne a 45% de pertes en moyenne en 2024, ce qui n'est pas anodin quand même. Donc, la modalité SD assez impactée. Et ce qu'on observe, si je veux aller plus vite, c'est surtout sur la biomasse des plantes, où là, il y a eu un effet plus important sur les modalités starter. Donc, c'est pas forcément lié au travail du sol ou au non-travail du sol, mais en tout cas, les modalités avec apport d'engrais starter, on a retrouvé une biomasse supplémentaire. Alors, vous allez me dire, en effet, c'est pas, c'est pas des grosses biomasses, puisqu'on a 240 kg par hectare de biomasse supplémentaire. Mais en tout cas, dans tous les cas, on a retrouvé cette biomasse supplémentaire qui s'est traduite à la fin par un rendement meilleur sur les parcelles où il y avait plus de biomasse. Donc biomasse et nutrition azotée, donc ce qu'on disait, ce que Mathieu disait aussi tout à l'heure. Donc là, on est sur l'INN, mais on a aussi fait des modalités avec le N-tester, avec les courbes de réponse qui étaient globalement dans un ordre plutôt croissant entre les modalités starter, non starter et le témoin. Le témoin, bien sûr, qui décroche complètement, hein, à partir des gros besoins en azote à épi 1 cm. Là, le témoin décroche complètement et du coup se traduit par un rendement bien, bien moindre que les modalités avec engrais. On peut passer à la diapo d'après, peut-être, Virginie. Bon, je passerai rapidement, mais c'était pour vous présenter rapidement ce qu'on pouvait observer aussi par rapport aux essais, puisque, en fait, par rapport aux témoins, donc là, ici, on est par rapport aux témoins, on compare à chaque fois qu'il y a un léger effet de l'engrais starter. En tout cas, en 2024, ça s'est vraiment traduit sur la biomasse du blé et sur le rendement final. Tu peux passer à la diapo juste après. Voilà pour avoir brassé très très rapidement, en tout cas, cette partie sur les différentes composantes. Donc, ce qu'on peut observer, c'est cet effet minéralisation avec le travail du sol en début de cycle. Comme je vous ai dit, un faible écart entre les modalités. On observe toujours ce léger effet starter sur les modalités en semi-direct, et ça, c'est encore plus vrai en conditions limitantes, c'est-à-dire que quand le sol là était gorgé d'eau et que les plantes n'avaient plus accès forcément à de la fertilité compris dans la solution du sol, l'engrais starter, a priori, aurait pu permettre de continuer l'alimentation de la plante. En tout cas, c'est vers ça qu'on tend à conclure, et que le sol, dans les conditions dans lesquelles on était, ne permet pas de répondre aux besoins de la culture. On va pas parler de volant d'autofertilité si vous préférez, puisque le témoin décroche vraiment complètement par rapport aux autres modalités. Tu peux passer, Virginie.
Et on a pu tester, on en a profité sur cette plateforme-là pour tester différents outils, hein, dont vous aurez un livret qui sera disponible, et puis je crois que Virginie en parlera un petit peu en fin de ce webinaire. On a pu tester justement des analyses de sève. On s'est fait un peu la main et puis on a testé, essayé de regarder. Donc une analyse de sève, ça ressemble à la diapo que vous avez ici. Et on est ressorti, tu peux passer à la diapo juste après, avec un ensemble de données, puisqu'on est venu tester. N'ayez pas peur, mais on est venu tester en fait des analyses de sève donc à différents stades, en février, en avril et en mai, à différentes périodes du stade du blé. On a analysé différents éléments donc, que vous avez sur la gauche du tableau et en fonction des différentes modalités. Donc c'est quasiment impossible pour pouvoir vous faire ressortir une tendance puisque on observe que les données elles varient très fortement d'une période à une autre. Par contre, ce qu'on a pu voir, c'est surtout sur la période d'avril, là, où on peut se retrouver avec des carences assez importantes sur le blé. Tu peux passer à la diapo juste après, ça va être la suite. Pourquoi je ne vous présente pas de façon détaillée, puisqu'en fait, il faudrait qu'on reprenne élément par élément comment ça s'est comporté sur la parcelle. Dans l'élément qu'on a ici, donc c'est sur la teneur en sucre, et ben vous pouvez voir, et c'est ce qu'on constate un petit peu sur tous les éléments, c'est-à-dire que les modalités entre elles, qu'on soit en starter ou non starter, je ne parle pas du témoin, la tendance est toujours la même, c'est-à-dire que les modalités se suivent sur la même période donnée. En février, sur tous les indicateurs, on est à peu près sur les mêmes niveaux, sur les mêmes teneurs analysées. Il n'y a que le témoin, donc là dans l'exemple qui est ici, au mois d'avril, il se passe plein de choses sur le témoin. Donc là, par exemple, on a une teneur en sucre qui est très élevée. Donc, si on regarde un petit peu dans la biblio les éléments qu'on peut avoir, a priori, une teneur en sucre très élevée dans la plante, c'est un indicateur que la plante elle est en train d'essayer de se défendre pour essayer de se nourrir. Donc, elle est en train de dépenser beaucoup d'énergie a priori. Attention, ça relève de sources bibliographiques éventuellement qu'on peut trouver ou d'observations qu'on peut voir. Donc tu peux passer à la diapo juste après, et du coup ça sera notre petite conclusion très rapide, hein, pour vous dire que sur cette partie analyse de sève qu'on a testé en plus de toutes les autres composantes, c'est que cet indicateur-là, l'analyse de sève, ne permet pas de mettre une pratique en avant plus qu'une autre. Les valeurs sont soit très proches, soit ça va être en faveur de l'une à une période et en défaveur de l'autre, et ça va se compenser au fur et à mesure du temps. Donc ça permet vraiment pas de mettre en évidence une pratique plus qu'une autre, sauf dans les cas vraiment très discriminants, avec la modalité témoin, où là on voit des différences. L'indicateur il semble pertinent dès qu'il y a vraiment des pratiques qui sont très différentes. Où a priori on observe des choses, et ces choses qu'on va observer, ça va plutôt être dans les fortes, on enfonce un peu des portes ouvertes, hein, mais c'est un petit peu dans les fortes périodes de besoin de la plante. Donc on va se retrouver à montaison entre épi 1 cm et à montaison, là où le blé a des gros besoins. C'est là que les indicateurs vont avoir tendance à fortement chuter, encore plus pour la modalité sans azote. Par contre, il n'y a pas eu d'apports qui ont été faits par l'agriculteur, ou alors ce sont des apports de soufre avec l'engrais classique. C'est que la plante, elle est capable de rééquilibrer, donc ça veut dire qu'elle est capable d'aller rechercher dans le sol, puisqu'en fin de cycle, courant mai, on se retrouve avec des valeurs qui, globalement, répondent aux normes qui nous sont données par le laboratoire d'analyse de sève. Donc on a une forte chute au mois d'avril, et c'est récompensé au mois de mai sans faire d'apport supplémentaire sur la parcelle. Donc la plante active des mécanismes pour s'alimenter. Voilà, j'ai dépassé un petit peu mon temps, Virginie, je suis désolé. Ça a été Merci, rapide. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des questions. Voilà. Merci, Alexandre. Donc, effectivement, Aline, est-ce que tu peux arriver à faire le travail qui est pas simple là, de reprendre les questions, parce que je pense qu'il y avait des questions pour Mathieu et puis pour Alexandre, pas forcément du même ordre. Ouais. Ouais, alors je propose peut-être qu'on démarre par quelques questions de compréhension, précision des dispositifs XP et puis des résultats obtenus, et puis après on fera un deuxième paquet avec les questions sur tout ce qui est mesure, redox, analyse de sève, etc. Du coup, Mathieu, peut-être pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous repréciser, apporter quelques précisions sur les légumineuses qui ont été implantées, nous redire comment elles ont été implantées, et puis surtout comment elles ont été régulées,
Je pense que c'était différent selon les années, hein, mais voilà, peut-être préciser ça. Alors l'idée initiale, c'était de pouvoir comparer des situations avec et sans légumineuses. Il se trouve que ce qui est compliqué, c'est que souvent les légumineuses, elles ne sont pas implantées en même temps que le blé. Donc il a fallu faire des petites concessions. Donc on s'est retrouvé sur 2 parcelles qui initialement comment dire, où il y avait des légumineuses avant la culture de blé et donc on a dû, pour la modalité sans légumineuses, détruire la légumineuse qui était déjà implantée. Donc voilà, déjà pour repréciser un petit peu le contexte, donc ça induit quelques biais, notamment un effet potentiel de minéralisation lié à la destruction de la légumineuse. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, pour ce qui est des espèces, donc la première année, on était uniquement sur de la luzerne. Et puis la deuxième année, on était sur un mélange de trèfle blanc et de trèfle violet. Ensuite, sur le mode de régulation, donc des stratégies agriculteurs différentes, hein, je le disais. Donc, dans les 2 cas, on a eu une première régulation qui a été faite au moment du semis avec le passage de glyphosate préalable au semis. Et puis ensuite, voilà, des stratégies, donc avec une régulation pour partie via les herbicides appliqués à l'automne, et puis des applications d'hormones ou d'alliés au cours du printemps, mais là encore avec comment dire, des façons de faire un petit peu différentes. Donc une régulation plutôt précoce et puis répétée pour la plateforme 23-24, et puis de mémoire une seule régulation printanière, donc assez tardive, hein, aux alentours du stade entre 1 et 2 nœuds en 22-23. Donc voilà, des situations assez différentes en termes de gestion de la compétition exercée par les légumineuses dans les 2 situations. Ok. Merci Mathieu. Alors, je poursuis avec toi plutôt sur les résultats obtenus. Est-ce que en termes de résultats, de composantes de rendement notamment, est-ce qu'il y a eu des différences? Alors Ouais. déjà, est-ce qu'elles ont été mesurées et puis quelles différences est-ce que vous avez pu observer? Oui, elles ont été mesurées à chaque fois, hein. Donc 2 années un petit peu différentes, mais en gros, ce qui est ressorti, alors de manière un petit peu peut-être différente de ce à quoi on s'attendait, c'est que la petite différence de rendement, enfin petite, elle est ce qu'elle est, mais entre l'azote décalé et la modalité agri, elle s'explique enfin, majoritairement par une augmentation du nombre d'épis par mètre carré, plus que par une augmentation du poids de 1000 grains. Donc ça, dans ce qu'on peut lire dans la bibliographie, c'est pas forcément ce à quoi on se serait attendu, hein, puisque quand on apporte de l'azote très tôt en tendance, bah, on fait monter plus d'épis. Donc normalement, on est censé avoir un nombre d'épis un peu plus important et puis un PMG qui l'est peut-être un petit peu moins compte tenu du fait que bah, la disponibilité en azote en fin de cycle, elle est peut-être un peu plus limitante quand on apporte de l'azote très tôt. Et il s'avère que même en apportant de l'azote tard, enfin de manière décalée en tous les cas, eh bien on avait plus d'épis au mètre carré que dans la modalité agriculteur. Donc je ne l'ai pas précisé aussi, mais on a eu 2 situations, enfin 2 années climatiques très différentes en termes de valorisation des apports d'azote au printemps. Donc pour la modalité agriculteur, des apports assez précoces à des moments, en tout cas, quand on s'en tient à la bibliographie, où la plante, enfin, les besoins de la plante ne sont pas forcément très importants. Donc, en 22-23, cet apport-là, enfin, le premier en tout cas, il avait été fait dans des conditions plutôt pas trop mauvaises, hein, avec une humidité du sol assez intéressante. Et en revanche, en 23-24, le premier apport, il a été fait dans des conditions humides et probablement trop humides. Donc juste avant un épisode de pluie très 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 important dans la semaine qui a suivi, de mémoire, on a eu un truc comme 90 mm d'eau. Donc des premiers rapports qui ont été probablement peu valorisés, enfin, mal valorisés pour des raisons différentes. Mais c'est à peu près conforme à ce qu'on peut lire dans la bibliographie. Et puis pour notre modalité azote décalé, ces apports, ils étaient déclenchés si et seulement si un épisode de pluie était prévu. Ok. Merci de ces précisions. Juste pour poursuivre sur la partie rendement, composante de rendement, est-ce que également vous avez, je suppose, analysé les protéines sur les résultats? Est-ce qu'il y a un effet, enfin sur les rendements, est-ce qu'il y a eu un effet Alors non, on les a pas mesurés justement, mesuré? mais je peux quand même faire une hypothèse par rapport à ça, c'est que en tendance, le fait de retarder comment dire, les apports d'azote et de les décaler dans le temps un peu plus tardivement,
souvent, ce qui ressort, c'est que cette disponibilité un peu plus importante en fin de cycle, elle conduit assez fréquemment à améliorer la teneur en protéines. En tout cas, la bibliographie le mentionne plutôt bien. Donc là, voilà, sauf effet dilution très important, mais je suis un peu sceptique. Ça semble, on semblerait s'orienter vers une teneur en protéines au moins aussi importante en modalité décalée qu'en modalité agri. Ok. Alors, je propose que on prenne un peu de temps quand même pour parler des différents outils de mesure et indicateurs qui ont été utilisés sur les plateformes parce il y a un certain nombre de questions. Alors, des questions pour Mathieu, pour Alexandre, vous les répartir comme vous le souhaitez. Alors, hop, je les reprends. Peut-être la première, un peu plus générale, sur qu'est-ce qu'apportent pour vous les analyses BRICS, analyse de sève ou Redox sur ce type d'essai, notamment en l'absence de référentiel d'interprétation. Qui veut se lancer? Je commence et tu complètes? Vas-y, je compléterai, vas-y. Alors moi, je vais pas parler d'analyse de sève parce qu'on n'en a pas fait sur le dispositif que je suivais. En revanche, c'était l'objectif même de ce projet que d'explorer ces nouveaux indicateurs et pour comprendre dans quelle mesure ils pourraient servir aux agriculteurs directement pour améliorer leurs pratiques ou pour les aider à déclencher leurs interventions. Donc, dans le cadre de la plateforme 49, on a testé. Enfin, on a fait du N-tester de manière hebdomadaire. On a mesuré du BRICS avec un réfractomètre et avec un scanner, le scanner Sensin. On a fait la même chose avec le Redox. Donc, on a fait et des mesures électrochimiques et des mesures via le scanner. Ce qui en ressort, en tout cas dans une première approche, c'est que la première chose, le Redox directement, donc en effet, on n'a pas de référentiel. Donc, c'est très compliqué à ce stade, dans le cas, d'utiliser cette mesure pour aider au déclenchement des interventions. Et puis, de toute façon, donc, la mesure en elle-même est également très très compliquée pour la mesure électrochimique, donc non accessible pour un agriculteur de mon point de vue, en termes de temps et d'énergie à y investir. Et puis le scanner Sensin, il n'était pas opérationnel, en tout cas celui qu'on a utilisé pour ce dispositif. Donc quelles que soient les modalités sans azote, avec azote, les résultats étaient similaires, donc voilà, c'était non exploitable de ce côté-là. Et en revanche, oui, le N-tester était plutôt réactif. C'est un outil qu'on a l'habitude d'utiliser depuis pas mal d'années maintenant, pour lequel il y a des références, qui est plutôt pas trop mal corrélé avec l'INN. Et ça, l'INN, c'est un indicateur sur lequel on a là aussi beaucoup de références et qu'on peut plus facilement mobiliser de mon point de vue. Merci Mathieu. Ouais. Alexandre, tu veux apporter un complément? Je peux compléter, oui. Sur la plateforme en Sarthe, en effet, on a testé toute une batterie aussi d'outils. Alors, je voyais dans les commentaires ou les questions. Alors, on a testé, en effet, le réfractomètre en parallèle des analyses de sève. Donc, le graphique que vous avez vu tout à l'heure, par exemple, c'est bien issu des analyses de sève. Mais on a pu tester le réfractomètre. On a aussi testé un pH mètre. Donc, c'est les petits outils l'Aquatwin, là. Il en existe plusieurs, mais de la société Oriba. Donc pH mètre, conductimètre, et bien sûr les INN et puis N-tester. L'objectif, c'était pas forcément de dire si les outils étaient bien ou pas. En tout cas, on s'en est servi. Et c'était l'occasion aussi d'utiliser ces plateformes-là pour voir aussi des outils qui, a priori, sont capables de donner des indicateurs de nutrition des plantes. On en ressort avec une conclusion qui est, en tout cas sur les 2 années de test, là, que ces outils-là, ils permettent pas forcément de mettre en avant un état de nutrition de la plante favorable ou défavorable. Par contre, dans un cadre de comparaison, ça peut aider, des comparaisons notamment discriminantes, comme je disais tout à l'heure, entre les modalités témoins et les autres modalités. Ça aide à voir que la nutrition de la plante, il se passe quand même beaucoup de choses.
Il y a aussi des interactions, des antagonismes, des synergies qu'on ne connaît pas encore. Et on manque cruellement de références et d'interprétation de ces outils-là. Donc, c'est des outils qui sont assez ludiques, assez faciles à mettre pardon, en œuvre. Mais de là à donner un conseil avec un pH mètre ou un conductimètre ou un réfractomètre, ça me semble pas pertinent. En tout cas, à mon sens, on n'y est pas encore. L'analyse de sève, un petit peu plus, puisque là, on est dans une prise de sang, hein, et puis on regarde les éléments qui sont en déficit dans la plante et les éléments qui sont en excès. Chose qu'on n'a pas fait sur la plateforme, et je pourrais pas forcément apporter de conclusion, c'est on n'a pas, on n'a pas fait d'apport après, d'apport de correction après les analyses de sève. Donc on s'est juste contenté de regarder si on était en carence ou en excès dans la plante et de regarder s'il y avait des différences entre les modalités, chose qu'on n'a pas pu observer. Je lance une petite bouteille à la mer là. Sur le BRICS, si jamais il y en a qui ont des références qu'on pu observer, on est intéressé aussi hein, par des retours après le webinaire notamment. La teneur de sucre analysée dans les analyses de sève et les mesures de BRICS, qui au final sont des pourcentages de sucre dans la plante, a priori on ne peut pas les corréler, mais il semblerait que les analyses au réfractomètre ont tendance à suivre quand même l'analyse de sève, mais avec un rapport qui est de 10, c'est-à-dire qu'il faudrait diviser la valeur du réfractomètre par 10 pour arriver à la valeur sur l'analyse de sève. Ce que j'annonce, c'est un message à tous là. Si vous avez pu observer ça, ou peut-être que c'est peut-être pas bon ce que je dis, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer là, sur les deux plateformes, sur la plateforme en 2023 et en 2022. C'est à peu près corrélé en divisant cette valeur-là. Merci Alexandre. Vu l'heure qu'il est, je Voilà, propose que les dernières questions, on y réponde par mail. Oui. Quelques questions très précises, donc Voilà. voilà, les intervenants y répondront par mail et puis je te laisse finir Virginie. Voilà, effectivement. Je voulais terminer par vous dire que effectivement, on mettra le replay du webinaire sur la page du projet, l'ensemble des documents, notamment de l'observatoire, des plateformes et puis le petit livret là sur les outils qu'on a réalisés seront tous présents sur la page du projet. Et donc merci à tous.